Vous êtes des êtres intellectuels, hein, parce qu'il faut pas croire. Les gens disent, j'ai pas été à l'école, machin. On s'en fout. L'intelligence du cœur, il y a pas mieux parce que les gens qui possèdent l'intelligence du cœur, ils considèrent les autres comme eux-mêmes avec respect, bienveillance et tout ce qui va. Voilà, si on regarde l'histoire de l'homme, on voit bien que Dieu il a choisi des bergers pour en faire des rois. Ils se sont perdus. Voilà, il y a tout un tas de choses. Il y a des gens qui pensent être diplômés de j'en passe c'est des meilleurs et qui n'ont pas la notion de savoir la symétrie de cet univers. Voilà, cette géométrie sacrée qui fait que deux choses de même nature sont de même droit. Voilà, cette évidence, cette clairvoyance en disant effectivement ce monde qui s'effondre dans un effondrement contrôlé, parce que c'est contrôlé, où en plus chaque individu qui va essayer de vouloir passer, on va le marquer, on va le pucer, on va l'injecter, on va l'obliger à se soumettre à quelque chose auquel il ne veut pas adhérer, et dont, en fin de compte, à aucun moment, par les lois naturelles et par Dieu, nul ne saurait le contraindre. Puisque effectivement, même ceux qui se réclament de cette légitimité ne sont légitimes que pour ceux qui ont adhéré. Contrat social oblige. C'est donc des individus qui essaieraient de persuader d'autres en disant ils sont nuls, ils sont incultes au point où ils pensent avoir pouvoir sur les autres. Mais qui sont ces ignares? Même formés en hémicycle. Faut bien comprendre à ce à quoi on a affaire. On a affaire à des groupuscules qui pensent s'arroger des droits naturels en pissant sur les autres et en disant, écoute, monsieur, madame, tout le monde ne sont pas au niveau et nous avons devoir de régner sur eux en maître. Leurs enfants seront en servage, ils seront aussi stupides qu'eux et nous ferons en sorte qu'ils aient des programmes scolaires au niveau où effectivement ils seront des larves. La réponse, c'est non. C'est la notion, c'est la réponse que donne le peuple élu. C'est normal, élu les de L, effectivement, de par l'esprit, dans le rapport de masse, c'est la valeur dimensionnelle, dans la valeur d'unité, c'est effectivement ce qui était dit à Moïse, c'est pour rassembler, c'est effectivement dans la valeur de L, voilà, par l'esprit de L, voilà, dans ce qu'on appelle la valeur L et la valeur d'unité. Ces gens-là se prétendent les élus dimensionnels de monsieur, madame, tout le monde. Seraient-ils le peuple de Dieu? La réponse, c'est non. Voilà. Donc, formellement, se battre avec Dieu pour Dieu, ça nécessite que, foncièrement, je ne transige avec personne, puisque Dieu, c'est la loi, et je m'y soumets, et j'en suis très heureux. Voilà pour la rationalité. Donc Dieu n'est pas un secret en soi, puisque c'est la seule vérité. Tu peux regarder ton père, ta femme, tes enfants, ils sont définis dans l'image qui possède un rapport d'unité, qui fait que tu vas pas confondre ta femme et tes enfants. Tu peux discerner, bien sûr, par définition, l'image de l'un ou de l'autre qui est, puisque s'ils étaient plus là, ils seraient plus là du tout. C'est l'intrication quantique de cet univers où on a fait en sorte de rationaliser l'information sans que vous en ayez trop à vous perdre, mais au moins synthétiser les notions les plus essentielles dans l'art de nous rassembler. Nous devons apprendre à nous rassembler tout en sachant que tous n'auront pas tous le même niveau de maîtrise. Voilà. Comprendre le contrat social qui nous lie les uns aux autres et accepter que, en fin de compte, une minorité veuille s'imposer sur d'autres ou d'un point de vue légal, il faut être adhérent d'un contrat social puisqu'ils s'en réclament de légitimité. Légitimement, si vous n'y avez pas adhéré, ils ne sont donc pas légitimes dans votre espace naturel à vouloir vous y contrôler. Ainsi soit-il, et ce qu'il en est. Alors, effectivement, on avait Eric, parce que pour parler un petit peu de ce contrat social. Eric, comment tu vas? Bonsoir Jean-No. En fait, voilà, on va vous parler un petit peu voilà, en fait, de toutes ces petites choses-là, de ce contrat social, du sens des mots. En fait, c'est très très important parce qu'en fait, vous allez voir, on va le faire tranquille, hein, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer en fait. C'est très intéressant parce qu'en fait, le contrat, c'est quoi? Alors voilà, alors les mots contrat et convention sont utilisés indifféremment
Ça veut dire hein, l'un ou l'autre, hein, peu importe, hein, voilà, c'est l'un ou l'autre. En fait, le contrat désigne plutôt le document et la convention désigne plutôt le contenu du contrat. C'est-à-dire ce à quoi les signataires, hein, je répète bien, hein, ça vous fait penser à quoi les signataires? Celui qui va poser sa petite signature sur quelque chose, sur une feuille, sur un bulletin de vote, sur un contrat, peu importe, on s'en fout. Donc, il s'engage à faire quelque chose. Ou alors, il contracte quelque chose. Donc, il contracte une offre. Et donc, c'est-à-dire ce quoi les signataires donc, se sont engagés. Ils s'engagent à quelque chose, à faire quelque chose, à donner quelque chose, à payer quelque chose, à acheter quelque chose. C'est très important de comprendre ça. La formation d'un contrat est subordonnée à la connaissance de l'acceptation de l'offre par le sollicitant. C'est-à-dire que le sollicitant, si vous voulez, c'est le client, hein, on va dire ça comme ça, grosso modo, et l'offre, c'est ce qu'il y a dans le contrat. Et donc, c'est-à-dire que celui qui va contracter doit avoir la connaissance, on va dire, complète de ce qui lui est réservé, en fait, de ce qui va lui attendre. Voilà, enfin bon, pour pouvoir prendre sa décision en parfaite connaissance de cause, quoi, en fait, hein, connaissance du sujet, quoi. C'est-à-dire que au moment de la réception par celui-ci donc du contrat qui a été mise donc, et ben donc il y a la clôture du contrat, de l'acceptation donc de l'offre de l'autre. En voyant justement là, le live que tu avais fait tout à l'heure, Jean-No, euh, j'ai j'ai consulté le document enfin le recours de Maître Carlo Bouza en fait. Et en fait, je me suis aperçu d'une chose. Lorsqu'il a formulé son recours, il évoque justement la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bon, il rappelle un petit peu les bases. Il dit l'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes de la société ayant cette déclaration constamment à l'esprit s'efforcent, hein, blablabla, d'en assurer par des mesures progressives d'ordre national et international la reconnaissance et l'application universelle effective. La difficulté qu'il y a avec ça, c'est qu'en fait, cette déclaration, c'est la déclaration donc universelle des droits de l'homme qui a été faite par l'ONU en 48. En 1948, c'est pas la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Parce que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en fait, elle consacre donc la loi de la création. Hein, rappelez-vous le préambule, et vous allez voir. Juste le préambule, hein, parce que le préambule, il dit tout. Si vous regardez bien dans le préambule, hein, donc le représentant du peuple français constitué en Assemblée nationale, hein, considérant que l'ignorance, on reviendra après sur l'ignorance, l'oubli et le mépris, hein, mais en fait c'est l'essentiel. Donc, hein, sont les seules causes des malheurs publics, hein, blablabla. Et après, tout en bas, voilà ce qui a marqué. À la fin du préambule, il y a marqué quoi? En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême, les auspices, on peut dire que c'est la protection ou l'autorité hein, de l'être suprême, Dieu vaudelois, donc voilà ce que c'est en réalité. Hein, et donc, il reconnaît, donc, il consacre en fait les droits suivants de l'homme et du citoyen. C'est pour ça que les droits de l'homme, c'est écrit en minuscule avec un H, parce qu'en fait, la loi justement du créateur, elle s'écrit avec un H majuscule, pardon. Et donc, si on applique cette constitution de 1789 dans le sens justement, je veux dire, aller en 3D, quoi, hein, volumique, eh ben, il y a tout un tas comment dirais-je, de moyens juridiques automatiquement comment dirais-je, qui sont automatiquement, enfin, dans la réflexion d'un juriste, bon, évidemment, hein, voilà. Qui se relèvent de fait. Voilà. Voilà. Il y a des choses que j'aurais pas pu écrire si j'avais encore eu la version qu'on m'a appris à la fac, c'est-à-dire la version, entre guillemets, là j'exagère un peu, la version en 2D. Et là, dans le recours de Gronounos, qui est là, hein, et donc il fait référence non pas à la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, mais à celle de 48. Et dans celle de 48, on va regarder, elle est là. Hop là. Alors, considérant que la reconnaissance est de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et liens inaliénables, on pourrait dire OK, constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. On pourrait dire, ça passe, hein.
Et considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, en même temps, ça renvoie justement ça renvoie un peu, on va dire, au préambule Ouais, de de toute façon, il y a un document maître sans lequel celui-ci n'aurait pas pu être écrit. tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'ascendance. Ouais, ouais. C'est pour ça que justement, je montrais cette constitution-là de 1788 qui est là. Et en fait, c'est celle-là. En fait, tout part de là, normalement. Sauf qu'entre-temps, il y a eu quoi qui est arrivé pour arriver à cette constitution de 48? Il y a eu quoi? Il y a eu, je vais vous le montrer en mille, il y a eu le fameux contrat social de Rousseau. Et c'est là où ça a merdé. Parce que vous allez voir, c'est tordu, en fait. On s'est vraiment fait avoir. Et je pense que, voilà, regardez, le contrat social de Rousseau. Et dans ce contrat social, voilà ce qu'il dit, Rousseau. Voilà l'objet même du contrat. Il y a marqué quoi? Il y a marqué renonciation à nos droits naturels. Je répète, renonciation à nos droits naturels au profit de quoi? De l'État qui, par sa protection, conciliera l'égalité et la liberté. Le peuple tout-puissant sauvegarde par le truchement d'un législateur. Donc, en fait, là, on vous dit par le truchement, en fait, on vous dit en fait, faut passer par un autre, par un tiers. C'est lui, en fait, qui va être chargé d'assurer l'égalité, la liberté, etc., etc. Mmh. Et parce que le peuple aura renoncé aux droits naturels, en fait. Et les droits naturels, ils étaient là, en fait. Ils étaient dans la Constitution de 1789, là, parce que là, c'est. Ouais, regardez bien, je vous renvoie là. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de l'homme et du citoyen. Sauf que, en passant par le contrat social de Rousseau, on arrive à cette déclaration-là, en fait, qui est une, je dirais, en quelque sorte, une copie, mais qui a été légèrement détournée. Et donc, aujourd'hui, en fait, on en est arrivé à ce que les gens, finalement, aillent voter. Donc, ils ont abandonné leur droit, pour le coup, leur droit naturel, c'était marqué là, leur droit naturel, qui se retrouvait finalement dans la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. Et d'ailleurs, regardez ce qui a marqué au début. Considérant que l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Alors, la corruption des gouvernements, alors voilà, c'est pas une faute d'orthographe, parce que les gouvernements, en fait, ça renvoie au comportement que chacun a pour se gouverner soi-même. Ouais, c'est gouverner soi-même, exactement. Voilà, c'est ça. Et donc, oui, parce qu'autrement, il y aura Et ce marqué qui le n'avait gouvernement. rien à voir avec les États en eux-mêmes. Exactement. Et donc, c'est nos mauvais comportements qui ont causé finalement l'oubli et le mépris des droits de l'homme, donc de cette loi justement volumique. Et c'est justement ça qui a causé les causes des malheurs publics, donc et la corruption justement de nos gouvernements à nous-mêmes. On va dire qu'il y a tous les abus qui se passent dans la société, trafic d'organes, viol d'enfants, bref, le mensonge, etc. Donc ça, c'est nos gouvernements à nous qui ont fait que on a été, on va dire, on s'est déconnecté du créateur, entre guillemets, parce qu'en fait, on est toujours connecté, mais sauf qu'on n'applique pas sa loi. Partant de là, il y a des sanctions au niveau juridique. Et là, pour en venir au recours de Maître Carabouza, de Gros Nounous, en fait, son recours, il n'est pas mauvais en soi, mais il y a un biais. Et le biais, enfin, à mon avis, après, ça n'engage que moi, mais à mon avis, son recours, il est basé. Alors, je vais faire vraiment un résumé, c'est vraiment résumé pour ne pas m'étendre, mais en fait, voilà, il appliquerait la loi façon 2D, c'est-à-dire la façon que je l'ai appris aussi en faculté de droit. C'est-à-dire que les professeurs ne nous ont pas appris le droit de manière géométrique avec les mathématiques et ni le volume. Et donc, effectivement, on n'en a eu qu'une conception, on a eu la moitié, je dirais, on a eu la moitié, si vous voulez, de la pomme, alors que normalement, on aurait dû avoir la pomme en intégralité, c'est-à-dire en relief, en volume. Et à partir de là, quand on a vraiment la connaissance dans l'entendement de cette loi volumique, les écrits qui en découlent, en fait, sont d'une parfaite logique. C'est-à-dire qu'il y a des mots qu'on emploie, qu'on avait tendance à employer, dans mes écrits à ce niveau-là aussi, que je n'emploie plus. J'ai une facilité maintenant pour détailler certains mots. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux m'étendre beaucoup plus. Ça, c'est très important. Et donc,
Et c'est là aussi où c'est très important, parce qu'en plus, après, il dit, ce sont les mots émouvants et immortels inscrits dans le préambule de la déclaration, dans cette déclaration donc de 48, en fait. Ouais, sauf que peut-être qu'il aurait dû se rappeler l'origine, c'est-à-dire celle-ci, hein, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui en elle-même, bah, là, est plus, je dirais, plus dans la droiture et dans la mesure. C'est le document maître, Voilà, sans lequel celle de 48 n'a pas de légitimité. Voilà, c'est tout à fait ça. Voilà. Donc, c'est ça qui est important. Et de là, en fait, tous les recours qui pourraient être, comment dirais-je, envisagés, pour avoir une chance de succès, il faudrait que la base juridique soit basée sur l'origine, en fait. Alors, évidemment, le problème qu'on va avoir, comme tu l'as souvent remarqué aussi et souligné, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'avocats qui sont encore en 2D. C'est-à-dire qu'ils vont devoir se mettre à la 3D très bientôt. Ça serait bien quand même, ça va leur faire du bien. Non pas qu'ils ne sont pas compétents, mais ils sont à moitié compétents. Ça, c'est un peu con quand même. C'est mieux d'avoir une compétence intégrale que. Enfin, imaginez une moitié de Jean-Noël. Ça ne va pas le faire. Si on prend Jean-Noël, il est entier. Il n'y a pas une moitié. C'est pareil pour moi. Sinon, comment est-ce qu'on fait pour avancer, en fait, dans ce volume? C'est vraiment très, très important. Et alors, ça, c'est vraiment une petite introduction que j'ai là comme ça. Là, je reviens vers toi et puis on va continuer après avec des définitions parce qu'en fait, tout est, tout est dit. En fait, vous allez voir, c'est énorme. Ce soir, c'est énorme. C'est énorme, mais c'est vrai que les hommes, ils font pas très attention au monde. Et c'est vrai que quand la Déclaration des droits de l'homme, faut la réécouter. On va repasser l'extrait là et comprendre en fin de compte. Voilà, c'est les gens quand on parle de gouvernance ou l'ignorance, l'oubli, les gens vont projeter la faute des gouvernants sur des gens qui gouvernent. Non, quand on parle des gouvernants dans ce texte, il s'agit de l'esprit de chaque individu à se régir lui-même dans le principe de représentation. Voilà, on va le repasser et voilà. Je vais te trouver l'argent. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Je vous demande de vous lever, messieurs. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc constituée pour l'avantage de tous.
la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment. Voilà, donc c'est vrai qu'on se retrouve avec force de sécurité, l'avantage pour tous, bah, c'est pas encore gagné. Et qu'est-ce que tu voudrais dire, Eric, dessus? Bah sur ce petit passage-là, en fait. Ah bah il est enfin bah, voilà moi voilà quand je l'écoute ça et que j'en ai la compréhension en fait même si c'est un film hein, il y a des acteurs mais en fait et voilà c'est le ce qui s'est dit à l'époque c'est il y avait pas il me semble-t-il il y avait pas la séparation de l'Église et de l'État en fait il y avait donc en fait Dieu était omnipotent enfin il était partout hein. Donc quand ces gens-là ils ont fait cette déclaration bah ils l'ont fait me semble-t-il dans cet état d'esprit-là c'est-à-dire qu'ils ont vraiment Ben non, parce que autant pour Dieu, c'était redonner aux hommes leur capacité à comprendre Dieu, parce que l'origine même de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça c'est le Magna Carta. C'est un document, ces gens sans terre. Tu peux approfondir le Magna Carta, même si je connais dire ce nom, mais Ben, le Magna Carta, c'est l'histoire du roi Jean, qui était roi d'Angleterre, qui était prince d'Angleterre, et qui voulait reconquérir l'Angleterre. Et il avait que dalle. Et comme il avait que dalle, il avait dû donc se rendre à Rome pour avoir un peu d'or, pour pouvoir lever une armée, pour pouvoir lever des conscrits, et en fin de compte, régner en maître sur l'Angleterre. Et là, l'évêché ne voulait pas lui donner, et lui ont proposé un pacte. C'est-à-dire, ils ont initié le préambule du droit de propriété, c'est-à-dire ouais, vous êtes des rois, vous laissez rien aux gens, il va falloir que vous lâchiez du lest, que les gens aient le droit à la propriété pour pouvoir payer des impôts et ainsi de suite, c'est-à-dire réorganiser la société. Et l'ancêtre, c'est le Magna Carta. Voilà. Est-ce qu'il est possible que ce Magna Carta ait été un début de, je dirais, de détournement en fait de la loi? C'est un début du modèle de constitutionnel où effectivement il n'y a plus l'Église qui est régie, où c'est un potentat qui va régir au nom d'une couronne et où la notion de propriété, où les gens vont pouvoir s'administrer, respirer un petit peu sur le Seigneur tout-puissant, vont pouvoir respirer. C'est-à-dire c'est la fin de la toute-puissance des rois sur les populations sans qu'il n'ait aucun droit. Voilà. Et c'est l'ancêtre des droits de l'homme et du citoyen. D'accord. Voilà. Mais à cette époque-là, il y avait quand même, bah oui, il y avait quand même avant ça, t'avais soit l'Église et sa toute-puissance, ou soit les rois et leur toute-puissance sans, c'est-à-dire, à bon entendeur, salut, ta gueule lui revient pas, on l'attrape, on l'écarte, et on l'écartèle, et puis point barre, c'est fini. La messe, elle était dite, hein. C'est très, très intéressant. Parce qu'en fait, voilà, on va dire qu'au fur et à mesure que les siècles ont passé, en fait, les gens, ils se sont détournés. Non, les gens, ils ont acquis les serfs, ils ont acquis des droits. Ouais, d'accord. Dans la notion de Dieu, c'est-à-dire dans les droits de l'homme, voilà, dans les lois du tout, à se régir eux-mêmes, s'administrer dans les échanges, à savoir échanger, consommer et interagir entre eux. Mais dans cette zone de compétence, les gens n'ont pas appris Dieu. Ça veut dire qu'au départ, on les laissait que avec Dieu. On s'est dit, bah, ils vont apprendre Dieu. Et ensuite de ça, d'un point de vue constitutionnel, ils ont réintroduit Dieu ou le pouvoir des gens à agir sur la création. Et les gens sont devenus que des consommateurs de cette création et en laissant Dieu dans la réglementation, c'est-à-dire en n'allant pas vers Dieu dans la compréhension. Voilà, puisque eux ça fait des millénaires qu'ils mettent des pyramides, des triangles, j'en passe des meilleurs, où les gens se sont noyés dans la matière sans aller chercher dans l'esprit la notion première de l'équité. Et même dans leur misère.
Merci.